Catan. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison du Lundi Politique. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ma 5e saison à la tête de cette émission. À l'époque, nous nous étions donnés pour objectif de vous expliquer, de vous accompagner dans la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Et nous y voilà à la fin de cette première mandature. Donc cette année, nous nous attacherons à vous faire vivre toute l'actualité politique de cette élection de la CTM que l'on annonce courant mars 2021. C'est encore loin, mais en politique, c'est déjà demain. Mais avant d'arriver à ce scrutin, nous avons vécu une année électorale chargée, entrecoupée par le confinement et qui a vu 9 des 24 communes de la Martinique changer de maire. Pour 6 d'entre elles, c'était déjà écrit puisque le maire en place ne se représentait pas. C'est le cas d'ailleurs au François qui a depuis fin juin un nouvel homme fort à la tête de la ville. Celui-ci, pour sa 2e candidature, s'est sorti d'une triangulaire au second tour et a surtout renversé le MPF qui dirigeait la ville depuis 25 ans. Aujourd'hui, il est en poste depuis 2 mois que l'on suppose intense. Il nous dira quelles ont été ses premières actions, comment gère-t-il cette rentrée scolaire dans ce contexte si particulier de crise sanitaire. Pour répondre à nos questions ce soir, nous recevons Samuel Tavernier, le maire du François. Bonsoir Samuel Tavernier. Bonsoir Cédric Catan, bonsoir à tous les Martiniquais et les Martiniquaises qui nous écoutent et bonsoir naturellement aux franciscaines et aux franciscains. On rappelle que cette émission est à suivre en live sur notre page Facebook RCI Martinique. Samuel Tavernier, ça vous a fait quoi la première fois qu'on vous a appelé Monsieur le maire ? C'est une question que j'ai beaucoup entendue après l'élection, mais j'avoue que vraiment, je m'étais tellement préparé à la fonction que c'était presque une évidence pour moi, même si que rien n'est jamais joué d'avance. Même si la campagne a été dure, que j'ai eu une équipe formidable qui a travaillé de manière acharnée, lorsque le résultat est tombé, je n'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose. Non, j'étais préparé et mes premiers jours de prise de fonction l'ont largement démontré. Vous avez tenu à remercier les franciscains avec un grand 4x3 quand on arrive au François. C'était un geste que vous aviez prémédité ? Oui, parce qu'en fait, les franciscains ont compris que le moment était arrivé pour mettre fin vraiment à une dynastie familiale qui gérait la ville depuis 25 ans. Ils ont compris que leur ville avait pris du retard au niveau du développement. Ils ont compris qu'il fallait effectivement un nouvel élan. Il fallait effectivement un lot de ballon. Et les franciscains ont fait un travail formidable. Donc, j'ai voulu, avec mon groupe, leur dire merci, mais de manière originale. C'est vrai que dans le temps, on passait avec une grosse sono dans les quartiers. C'est assez rare, finalement, ce 4x3 quand on arrive dans une municipalité après des élections. Voilà, c'est très rare, c'est même jamais vu en Martinique et on a innové. Et chaque franciscain s'est reconnu à travers ses remerciements. Et je tiens effectivement aujourd'hui encore, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on ne sait jamais, à remercier l'ensemble des franciscains qui nous ont fait confiance. Mais pas seulement parce qu'aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup plus de franciscains aujourd'hui, après 2 mois, qui nous font confiance qu'il y a 2 mois de cela. Donc je dis merci vraiment à tous les franciscains en fait. Vous êtes rentré dans une phase de rassemblement, c'est-à-dire que la campagne est terminée, aujourd'hui on essaye d'apaiser les tensions. Oui, elle est terminée la campagne, donc et le rassemblement est tellement naturel, c'est pas une recherche particulière, c'est naturel parce qu'en fait, lorsqu'on vient travailler pour sa ville, lorsqu'on a des projets pour sa ville, lorsqu'on a de l'ambition pour sa ville, eh bien on a envie que tous les franciscains y participent. Et au moment où je vous parle, est-ce que je peux savoir, dans les 4000 et quelques qui ont voté pour moi, pour mon groupe, est-ce que je connais tout le monde ? Je ne peux pas le savoir. Donc, autrement dit, l'action que nous menons aujourd'hui est une action pour une collectivité et pour l'ensemble des franciscains. Parmi vos premiers pas, on vous a déjà entendu sur cette question, mais vous avez dû voter un budget. On sait que la question des finances vous tient particulièrement à cœur et vous avez notamment pointé du doigt notamment les finances de la commune. Est-ce que vous avez découvert, comme on dit, des petites choses dans le placard assez désagréables ? En fait, je m'y attendais. J'étais dans l'opposition. Et donc, les documents budgétaires, on les avait régulièrement pendant 6 ans. Toutes les remarques que j'ai faites en arrivant, je les avais faites depuis avant. Une gestion difficile, fragile au niveau financier. Il y a des efforts des administratifs.
que je salue ce soir à votre micro, je reconnais qu'ils ont essayé de tout faire pour éviter la dérive, parce que c'était déjà parti dans une dérive pas possible. Ils ont réussi à maintenir la barque, même si aujourd'hui la situation est toujours déficitaire, puisque l'épargne nette, c'est l'élément principal de budget, est négative. Donc autrement dit, c'est pas encore bon, c'est loin d'être bon, mais je reconnais qu'il y a eu ces efforts. Alors ces efforts ont été faits, mais à quel prix? Je vous prends un exemple. Lorsque vous évitez d'acheter du pain, un exemple, et puis vous dites, ça y est, j'ai fait une économie de 2 euros. Vous n'avez pas mangé. Forcément, c'est pas une bonne économie. La meilleure maîtrise des dépenses, c'est lorsqu'on arrive à faire ce qu'il y a à faire, mais effectivement en contenant les dépenses. Et la maîtrise des dépenses au niveau du François, parce qu'il y a eu une maîtrise quand même, a été faite au détriment de la qualité des services publics rendus à la population. Ce qui veut dire que la ville était sale, pas propre. Le fauchage était fait une fois tous les 2 ans. Les franciscains avaient l'impression qu'ils payaient des impôts et se disaient, mais on paye des impôts, mais pourquoi en fait? Et parce que derrière, eh bien, les services n'étaient pas rendus correctement à la population par rapport à des restrictions budgétaires. Comment vous allez faire justement pour rétablir, comme vous dites, le service public dans une situation que l'on sait difficile? Parce qu'il faudra d'abord assainir les finances, mais tout en maintenant un service public. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la transformation commence à se voir. On en parle, François. La ville est un peu plus propre. Le fauchage se fait. L'élagage se fait. Là où il faut maîtriser les dépenses, c'est sur des choses qui sont un peu cachées parfois. Notamment, on a fait un travail sur la flotte des mobiles. Et je ne le cache pas aujourd'hui. Vous avez récupéré les téléphones portables. Mais attendez, il y a des téléphones portables, mais on ne sait même pas où ils sont. On ne sait même pas. Il y a 110 lignes de portables dans une mairie, comme celle du François, alors que je sors d'une collectivité où il y en avait 15 lignes professionnelles. Il y en a 110. Et on ne sait même pas où sont certaines d'entre elles qui consomment beaucoup. C'est un exemple. Je ne vais pas aujourd'hui... Il y a d'autres exemples sur lesquels vous avez serré la ceinture, vous avez coupé les lignes. Nous avons d'autres exemples qui vont arriver, le parc automobile notamment. Les cartes d'essence. Voilà, il faut aller chercher dans toutes ces petites lignes budgétaires. De fonctionnement. Voilà, fonctionnement, là on peut faire des économies. Et puis, les économies qu'on réalise, eh bien, on les met au service de la collectivité en assurant effectivement une meilleure qualité de vie aux franciscains. Et c'est ce que nous faisons. Alors là, nous parlons du fonctionnement. Au niveau de l'investissement, eh bien, il s'agit pour nous aujourd'hui de monter en capacité d'investissement. Une ville du François ne peut pas réaliser seulement 1,9 million d'investissements annuels. Ce n'est pas possible. Il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut effectivement aller chercher les financements. Là, nous sommes en train de monter des dossiers. On les prépare. Il faut anticiper, en fait. Tout l'aspect budgétaire est dans l'anticipation. On a entendu pendant la campagne qu'il y avait déjà des dossiers de prêt. Est-ce qu'il y en avait quand même? Non, les dossiers qui étaient prêts, sont ceux qu'on voit aujourd'hui. C'est le hall des sports. Il était prêt, mais avec quand même un problème majeur. Ils avaient oublié, vous savez qu'il y a des oublis coupables, ils avaient oublié l'amiante, le désamiantage. Et vous savez combien ça a rajouté sur la facture du hall des sports? 1 million d'euros de plus. Vous voyez que lorsqu'on arrive, on trouve ce type de situation, eh bien c'est de la folie. Lorsqu'on arrive, on trouve une piste d'athlétisme qui est en train d'être réhabilitée et qu'on apprend que, en fait, la piste ne fait pas 400 mètres, mais elle fait 380 mètres. On se dit, il y a un souci. Vous voyez, donc, je savais, et mon équipe également, que nous aurions eu des difficultés, mais parfois il y a eu des surprises. Peut-être que les athlètes franciscains ne courent que sur 380 mètres. Ils vont battre des records à ce niveau-là, ils vont battre des records si effectivement la longueur n'est pas la même que... Je taquine, mais vous donnez combien de temps pour retrouver une situation, on va dire, normale? Est-ce que vous êtes fixé une deadline pour vous dire, bon, là, on sera bon? Là, aujourd'hui, il est important d'aller vite. C'est vrai que ce matin, nous avons reçu l'AFD, par exemple, l'Agence française de développement, qui nous a restitué effectivement la situation financière de la ville. On la connaissait déjà. On se rend compte que pour pouvoir s'en sortir, il faut vraiment beaucoup d'efforts.
beaucoup d'efforts et surtout, il faut une très grande maîtrise des frais et des charges de personnel. J'ai découvert également, mon équipe a découvert qu'il y avait, pour des raisons électoralistes, eh bien, une multitude de petits contrats de 8 heures, 11 heures par semaine, voilà, des choses qui créaient plus de précarité, en fait, qu'autre chose, et qui étaient, et puis quand on regarde effectivement l'effectivité des missions, on se rend compte, mais finalement, une seule personne pouvait faire le travail de 4 personnes. Mais on l'a parcellarisé parce que, bon, on avait effectivement des buts électoralistes. Donc, il y a effectivement un travail à faire, en particulier sur ces aspects-là. Et justement, aujourd'hui, avec l'AFD, nous avons donc pris l'accord de nous y mettre dès maintenant, de manière, écoutez bien, de manière à ce que ce travail-là, s'il est bien fait, en tenant compte des retraites, des personnels qui partiront à la retraite, parce que la moyenne d'âge est élevée chez nous, eh bien, imaginez, si le travail est bien fait, sans licenciement, sans rien du tout, le simple fait de ne pas remplacer forcément des personnels qui partent, mais de faire monter en compétence ceux qui sont déjà là, eh bien, il y a un impact financier positif de 8,5 millions que nous pouvons récupérer rien qu'en faisant ça. Vous étiez engagé à ne pas faire de chasse aux sorcières. Finalement, est-ce que vous avez tenu promesse? Alors, on m'a accusé d'en avoir fait une. Oui, on a reçu au service des sports. Je ne vais pas nommer son nom, mais voilà. Voilà, on m'a accusé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'en avoir fait une, mais en fait, ça participe de ce que je vous disais tout à l'heure. Les départs à la retraite non remplacés. Un contrat se termine si la mission n'est pas clairement affichée, si d'autres personnes peuvent effectivement à l'intérieur faire le boulot, alors que cette personne a été embauchée d'ailleurs pour des raisons électoralistes, et elle est venue en plus. Donc finalement, son départ ne cause pas de problème particulier. Et chaque fois que nous aurons l'occasion de rétablir la situation financière en faisant comme ça, on le fera, non pas pour mettre à la porte des franciscains, mais au contraire pour récupérer des sommes qui seront mises au profit du plus grand nombre. Imaginez C'est-à-dire que ce cas-là, si précis, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui était opposé à vous, qui a fait campagne contre vous, que son contrat n'a pas été renouvelé. Elle a fait campagne contre moi aussi. Et puis après, même pendant que je suis là, elle était encore là aussi. Elle a continué à faire campagne. Il y a des gens comme ça qui continuent, malgré la présence d'un nouveau maire, on continue à faire campagne. Chacun prend ses responsabilités. Mais en tout cas, moi, les miennes, je les prends au regard de mon budget. Voilà. Et aujourd'hui, voilà comment nous avons réglé cette affaire-là. Un mot concernant cette rentrée scolaire. Comment vous êtes organisé au niveau de la ville du François? Parce qu'on sait que c'est une rentrée contrainte par rapport à cette crise sanitaire. Tous les maires doivent faire des efforts, les collectivités doivent faire des efforts, et notamment pour la rentrée scolaire. Moi, je trouve que là encore, l'État se désengage. Je le dis clairement. Les communes, les collectivités ne reçoivent pas l'aide, l'appui, l'accompagnement financier qu'il faut au niveau de l'État. Pour la rentrée scolaire... C'est quoi le surcoût, justement? Le surcoût, là, c'est 50 000 euros, d'un coup, quoi. D'un coup, en produits, en matériel supplémentaire. Et là, je vous parle pour les premiers mois. Pour terminer l'année à peine. Autrement dit, l'année prochaine, on sera dans les 100, 150, presque 200 000 euros. C'est pas supportable, alors que nos dépenses sont déjà exagérées. Mais nous avons quand même fait l'effort. Et aujourd'hui, tous les retours que nous avons au niveau des écoles sont positifs. La raison est simple. Nous avons demandé aux services techniques de faire le mieux qu'ils pouvaient pour assurer des équipements qui soient corrects pour les écoliers franciscains. Je ne suis pas satisfait, je le dis tout à fait, de ce que j'ai vu pour la rentrée. Qu'est-ce qui reste à finaliser, à fignoler? Il faut anticiper beaucoup plus au niveau des travaux dans les écoles. On a 3 mois de vacances pour faire cela. Il y avait le Covid en plus. On avait largement le temps, effectivement, de bien assurer les réparations. Mais c'est pas grave. L'essentiel a été fait. Nous avons effectivement mis en place les mesures, donc le protocole sanitaire a été mis en place, et nous avons proposé une visite aux parents, aux syndicats, au CHSCT. Les services techniques, les élus sont venus voir. On a fait un groupe et effectivement, nous avons visité les écoles une semaine avant la rentrée, de manière à provoquer des remarques, des retours, et ce qui nous a permis effectivement d'avoir un consensus avec l'ensemble des partenaires sur la rentrée. Aujourd'hui, elle se déroule bien. Dieu soit loué, il n'y a aucun cas qui nous soit remonter, mais en tout cas, tout est en place pour que les franciscains, les petits franciscains connaissent
une rentrée année presque scolaire normale. correcte. Il est 18h45 dans ce lundi politique. Nous recevons Samuel Tavernier, le maire du François. Samuel Tavernier, on n'a pas eu, fort heureusement, il faut le saluer, une saison cyclonique, en tout cas pour le moment. En tout cas, elle n'a pas été très active. Mais est-ce que vous parliez d'anticipation, anticiper justement concernant notamment les inondations qui pourrissent la vie, notamment dans le bourg des franciscains? C'est clair que nous sommes arrivés, ça fait 2 mois que nous sommes là. Notre priorité, les 2 priorités, c'était ça. C'était l'école, la rentrée scolaire et effectivement la période cyclonique. Et nous avons dépêché un courrier au niveau de la DEAL. Nous avons demandé à la DEAL d'intervenir le plus rapidement sur le cours d'eau le plus dangereux, celui de Desroses. Et je me suis entendu dire qu'il y avait d'autres communes qui étaient sur la liste et j'ai demandé qu'une priorité soit faite pour le François. Nous avons été entendus et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que la DEAL intervient sur ce cours d'eau. Mais je veux dire aux franciscains qu'à part ce cours d'eau qui est effectivement de la compétence de l'État, derrière ce cours d'eau, il y a ce qu'on appelle un bras mort et qui participe également à ces inondations. Et que là, c'est à la charge de la commune. Et donc, dès les prochains jours, la commune engagera les travaux qu'il faut pour cela. Ça, c'est la phase urgente, je veux dire. Mais deuxièmement, nous avons décidé d'engager des études très rapidement pour assurer la mise hors d'eau de ce bourg. Alors, les études seront longues. Et les résultats seront encore plus lointains. Plus long, ça va durer peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais pas encore. Le chantier sera très 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 lourd. Le financement de ce projet, le budget sera également très très élevé. Alors il y a effectivement le PAPI qui existe, il y a la GEMAPI, il y a quand même des structures. On verra comment on s'arrange. Mais ce qui est important pour nous, c'est de commencer ce travail-là. Il faut le commencer de manière à ce que, même si demain, dans 10 ans, dans 12 ans, on n'est pas là, mais que le travail continue et que enfin les populations des zones basses du bourg puissent effectivement dormir tranquillement, même en cas de mauvais temps. Mais en attendant justement ce grand programme, on sait que voilà, il y a eu un curage actuel, mais est-ce que ça sera de façon récurrente? Parce que c'est ce que les administrés regrettent en général, c'est que les maires fassent un coup une fois et après ils oublient finalement les rivières jusqu'à la prochaine inondation. Oui, alors c'est ce que, comme la compétence est du domaine de l'État, j'ai reçu les agents de ADEAL et c'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai dit qu'il ne faut pas venir dupliquer en Martinique des schémas qui se passent en France. La Martinique a des spécificités. Le François particulièrement, il y a des aléas particuliers ici. On ne peut pas appliquer les mêmes schémas. Quand on me dit qu'on revient tous les 2 ans, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on puisse discuter et qu'on puisse apprécier la situation réelle de la ville et se dire, OK, tous les 6 mois, on revient. Parce qu'effectivement, ici, ça mérite une attention particulière. C'est ce que je leur ai dit lorsqu'ils sont venus me voir dernièrement. Une question concernant le port de Plaisance, le port de pêche. Il était dans tous les programmes durant ces élections municipales. Est-ce que vous êtes donné justement un calendrier pour faire sortir de terre un nouveau port de Plaisance au François? Oui, alors il y a les marins pêcheurs d'abord, donc il y a les abris de pêche qui sont en très mauvais état. On a fait une visite avec les élus de la CTM, donc il y a un plan qui va être voté prochainement au conseil municipal concernant leur réhabilitation, parce que c'est la 2e commune la plus pourvue en marins pêcheurs enrôlés. Et deuxièmement, le marché aux poissons tout neuf, qui nous regarde depuis près d'1 an aujourd'hui, n'est toujours pas ouvert. Donc, nous avons prévu de l'ouvrir dans quelques semaines, là, dans 2 ou 3 semaines, à condition que la CTM, effectivement, fasse les travaux qu'il faut faire, dans la mesure où la CTM est quand même propriétaire des lieux et compétente sur ce marché. Et puis, le port de Plaisance. Alors, le port de Plaisance, c'est participer à l'économie bleue. On le sait très bien, il faut se tourner vers ça. Le François tourne le dos à la mer, alors que la mer lui offre ses bras, justement. Et il nous faut absolument faire sortir de terre ce port de Plaisance. La convention, la DSP, la délégation de service public aujourd'hui, qui existe depuis près de 10 ans entre la ville du François et un privé, ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, toutes les recettes du port de Plaisance, qui sont la redevance des plaisanciers, est encaissée par un privé, sans qu'il y ait aucun investissement sur le port de Plaisance. Vous allez revenir sur cette DSP? Mais largement. On va revenir dessus. On va auditer cette DSP.
et on verra effectivement qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est bloqué. Et puis on verra quelle piste faire pour débloquer. Ce qui est important, c'est de faire sortir rapidement le port de Plaisance, mais on verra qu'est-ce qui bloque. Et puis on ira très vite sur ce chantier qui est pour moi porteur d'emploi et d'attractivité pour la ville du François. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Samuel Tavernier, vous êtes entre guillemets l'un des nouvelles hommes forts de l'espace sud. Vos voix au François ont beaucoup compté dans l'élection du nouveau président. Quels seront justement les axes de développement? Est-ce que justement vous allez peser d'autant plus pour avoir justement des éléments d'infrastructure communautaire plus présents au niveau de l'espace sud? Oui, alors comme je dis souvent aux électeurs, lorsque vous êtes allé voter, si vous avez bien regardé votre bulletin de vote, il y avait marqué dessus élections municipales et communautaires. Donc il n'y a pas eu de nouvelles élections. Simplement, nous nous sommes positionnés correctement à la commune du François parce qu'on avait fermé la porte à l'espace sud. Donc là, nous nous sommes positionnés pour qu'on puisse effectivement. Vous étiez vice-président. Pardon ? Vous étiez déjà à l'espace sud. Non, j'y étais pas du tout. C'est Henri Paquet qui y était, voilà. Et là, donc, nous avons 2 vice-présidents et je suis le premier vice-président. Ce que je veux dire au niveau de l'espace sud, et c'est le discours que j'ai tenu avec d'autres collègues, l'espace sud ne doit pas être une 13e commune du sud. L'espace sud doit rentrer dans la vie quotidienne des habitants du territoire du sud. Et pour cela, eh bien, il faut que l'espace sud pénètre chaque territoire. Mais ce qu'on a reproché à l'ancien président, il gérait comme bon lui semblait. On a beaucoup entendu ça de part et d'autre. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai dit à mes collègues maires, il faudrait que chaque commune du territoire puisse faire monter justement ces projets, que l'imagination collective du territoire travaille, de manière à ce que, tous ces projets qui vont remonter, que en fin de compte, le président et puis le bureau n'auront qu'à choisir 2 ou 3 et coordonner. On ne peut plus attendre que les choses descendent. Il nous faut faire remonter. Et comment éviter qu'il y ait des guerres entre communes en fonction du positionnement de chacun, notamment pour des éléments d'infrastructure communautaire? Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Dès que la communauté d'agglomération décide d'implanter, je ne sais pas, une piste cyclable ou une piscine, que sais-je, ce sont des rapports de force qui commencent à se mettre en place et finalement, il y a beaucoup de communes qui perdent. Oui, parce que vous savez quoi ? Parce que l'intérêt communautaire échappe à beaucoup. Et aujourd'hui encore, je sors d'une réunion avec le bureau communautaire. Nous allons décider de faire un séminaire sur l'intérêt communautaire. Que chaque élu entende bien ce que veut dire intérêt communautaire. Et lorsqu'on aura bien saisi cette notion, on verra que, par exemple, c'est pas la peine de faire un stade là, avec un stade placé tel endroit qui réunit des éléments justement qui concourent à cette dimension communautaire. Le territoire sera servi. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des équipements, 3 équipements dans une même commune. Il faut effectivement diversifier. Mais c'est à chaque commune, justement, d'apporter les éléments forts en disant, écoutez, j'ai un projet, regardez comment il est. Il remplit tous les aspects de la dimension communautaire. Et là, de manière imparable, je ne vois pas comment des élus peuvent rester insensibles à cela. Donc je pense qu'il y a vraiment cet effort à faire dans la recherche de l'intérêt communautaire. Voyons l'échelon supérieur, celui de la CTM. Comment on suppose que cette élection va se dérouler courant mars 2021, c'est demain, comme je le disais en introduction. Comment Samuel Tavernier va-t-il se positionner? Est-ce qu'il va se positionner sur ce scrutin? Oui, forcément. Mon groupe Initiative franciscaine et aujourd'hui en Lot-Balambe à François, encore plus large, va se positionner. Nous sommes des enfants du pays. On ne peut pas rater ce moment-là. Mais on le fera de manière consciente. On le fera de manière réfléchie. On le fera de la même manière qu'on s'est positionné pour le François. Ça veut dire que nous venons pour travailler pour le pays. Et aujourd'hui, l'image de mon équipe au François est celle-là. Ils sont venus pour travailler. Les gens le répètent. C'est exactement ce que nous disons aujourd'hui. Nous participerons, nous ferons équipe avec ceux qui veulent vraiment travailler pour le pays. Mais comme tout le monde dira ça. Mais avec qui? C'est ça. Tout le monde dira ça, qu'on vient travailler pour le pays. Mais on sait déceler. Nous savons déceler ceux qui viennent avec un véritable projet pour le pays Martinique. Aujourd'hui, il faut une vision. Il faut une vision pour le pays, il faut une vision pour dépasser effectivement la réalité d'aujourd'hui qui ne nous convient pas.
eh bien, il faut aller plus loin. Et il faut avoir de l'ambition pour ce pays. Eh bien, avec ceux qui... Vous savez de quel camp je suis. Je suis dans le camp des amis de Jean-Philippe Nilor, de Marcelin Nadeau. Ce sont mes amis politiques. Mais ça ne veut pas dire parce que ce sont mes amis politiques que je vais rentrer dans un cadre qui ne me convient pas. Donc il y aura des discussions. Nous venons avec des exigences, c'est normal. Nous venons avec des souhaits, pas des exigences, des souhaits. Nous discutons avec nos amis de manière à trouver un consensus. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, quand j'écoute les Martiniquais parler, eh bien, ils ont envie d'enfants de Martiniquais, des enfants de la Martinique, qui vraiment pensent à leur pays et qui se dévouent pour leur pays. Et ça... il y a une sincérité qui se dégage lorsqu'on est comme ça. Et si vous dégagez effectivement cette sincérité, cette envie de travailler pour votre pays, qu'il n'y a pas de tourloupe dans vos discours et que vous êtes clair dans vos ambitions, je pense que le peuple va vous suivre. Une dernière question, Samuel Tavernier. On sait que la Martinique il y a beaucoup de mouvements identitaires, anti-chlordécone, on les appelle rouge, vert, noir, que sais-je. Sur la ville du François, vous avez des quartiers, ou quelques quartiers où il y a des communautés béquées. Est-ce que vous discutez avec tous les franciscains, j'ai envie de dire tous les franciscains, de ces questions qui traversent notre Martinique actuelle? Et comment? Et je suis content d'en parler avec eux. Et je ne vous cache pas que j'ai participé à une assemblée générale de leur association. Je me suis rendu là. J'ai donné ma vision de ce pays-là. Et ma vision est celle-là. Elle est très simple. Je veux pour mon pays des Martiniquais qui se battent pour lui. Et à quelque niveau qu'il soit. Je leur ai dit la simple chose que vous imaginez que si j'étais candidat au François, je connais les communautés, les forces des communautés qui vivent chez moi. Eh bien, aujourd'hui, je suis le maire de tous les franciscains. C'est un discours rassembleur. Ils ont bien compris, mais je leur ai dit également, il y a des pas à faire. Il y a des pas à faire et chacun doit faire un pas. Et on ne doit pas rester campé et espérer effectivement que les choses iront bien. Ce pays-là, c'est du feu. C'est du feu parce qu'il y a une histoire qui est difficile. Il y a un présent qui est difficile, la chlordécone. Il y a cette perception effectivement d'une communauté qui a toutes les ressources. C'est du feu et c'est comme un volcan. Ça veut dire qu'il se calme un moment, il se calme et puis un jour il explose et puis après il redevient calme. Et il faut pouvoir gérer ces différentes tensions et c'est avec toutes les forces vives de ce pays que nous pourrons le faire. Merci Samuel Tavernier, je rappelle que vous êtes le maire du François. Merci d'avoir été le premier invité de notre nouvelle saison du Lundi Politique. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.